Merci. Donc, merci pour cette invitation. Donc, je ne dis jamais non. Dès qu'on me propose de parler de ces questions qui sont liées à la scolarité, qui sont liées à ce qu'on appelle le décrochage scolaire, dont nous allons voir que c'est un phénomène qui invite à réfléchir sur pas mal de choses en amont. Parce que le décrochage scolaire, c'est un symptôme pour les élèves, c'est aussi un symptôme pour l'école, comme je vais essayer de le voir, comme on va essayer de susciter une discussion. Alors, je vais vous parler avec une double casquette en tant que psychologue clinicien, parce que je suis psychologue clinicien, j'ai une pratique dans le champ de la protection de l'enfance. Vous connaissez le champ de la protection de l'enfance, où il y a un certain nombre de problématiques familiales, problématiques institutionnelles, donc problématiques scolaires aussi, donc qui m'amènent dans le cadre de ma pratique à travailler non seulement avec les familles, mais aussi avec ce qu'on appelait les psychologues scolaires, un psychologue de l'éducation nationale maintenant, donc qui montre un petit peu la complexité d'un certain nombre de problématiques. Et je vais également parler en tant que chercheur, parce que je travaille sur... En fait, j'aime bien résumer mon objet de recherche en disant je travaille sur des enfants et adolescents fragilisés dans leur environnement. Et cet environnement, c'est un environnement pluriel avec plusieurs strates. Il y a l'environnement familial, il y a l'environnement institutionnel, il y a l'environnement social, et puis il y a un autre environnement que j'appelle un méta-environnement, ce que j'appelle environnement monde. Alors, ça fait 2 ans que je suis à Dijon en tant que professeur. Avant, j'étais maître de conférence à l'Université Lyon 2. Et c'est là que j'ai mené un certain nombre de recherches, notamment sur le décrochage scolaire, et puis dont je vais vous faire part un tout petit peu. Et j'ai eu l'occasion aussi, à l'Université Lyon 2, d'intervenir dans la formation des psychologues scolaires. C'est une thématique qui m'intéresse depuis un certain nombre d'années, et j'ai eu l'occasion justement de soulever des débats avec les psychologues scolaires. Alors, de qui décroche-t-il? Donc vous voyez que si je pose cette question, c'est que je veux susciter tout de suite une discussion. Ça suppose d'emblée que ce qu'on appelle décrochage scolaire, peut-être que c'est pas ça, le décrochage scolaire. Parce que nous, en tant qu'adultes, en tant que professionnels, nous avons un certain nombre d'outils pour dépister le décrochage scolaire, mais qu'en est-il de l'enfant lui-même? Donc vous voyez que là, il y a une double question. De quoi décroche-t-il? De qui décroche-t-il? Et c'est sur quoi j'aimerais qu'on réfléchisse un peu. C'est que derrière cette double question, il y en a d'autres. Parce que moi, j'aime beaucoup les questions. Je vais en poser beaucoup, là, parce que j'en suis moi-même je suis une question. Une autre question qui est derrière cette double question. Très souvent, on met la focale sur ces jeunes. On essaie de comprendre leur fonctionnement, on essaie de comprendre leur fonctionnement psycho-affectif, leur fonctionnement socio-cognitif, mais assez souvent, on ne s'intéresse pas suffisamment sur l'environnement. On va poser la question aussi, quelle est la part de l'environnement dans le décrochage scolaire? Et quand je dis environnement familial, environnement scolaire, et puis environnement un peu plus global, puisque je vous disais que je travaillais dans une MEX, une maison d'enfants à caractère social, et on va essayer de poser la question de l'impact, du rôle que joue l'environnement là-dedans, mais aussi comment ces différents environnements travaillent ou ne travaillent pas ensemble. C'est-à-dire leur façon de fonctionner, comment ça peut influer aussi sur les jeunes. Et puis, la question centrale, je pense qui vous intéresse là aussi, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que psychologue de l'éducation nationale. Et vous allez voir, et ce changement de casquette, passer de psychologue scolaire à psychologue de l'éducation nationale, n'est pas anodin. Parce que quand on dit psychologue scolaire, on avait l'habitude de mettre la centration sur l'école, sur l'institution scolaire, et or on se rend bien compte que ce qu'on vit dans l'espace scolaire ne peut pas se réduire à l'espace scolaire.
C'est-à-dire que l'espace scolaire, c'est un espace qui va accueillir un certain nombre de problématiques qui viennent de très loin, qui viennent d'un autre temps, qui viennent d'un autre lieu, et qui vont venir se cristalliser dans l'espace scolaire, et beaucoup plus se cristalliser dans la relation qu'un jeune, un élève, peut avoir avec tel ou tel adulte. Quand je dis tel ou tel adulte, parce que ce qui peut se jouer, il y a un certain nombre d'invariants dans ce qui peut se jouer avec un psychologue, dans ce qui peut se jouer avec un enseignant, et dans ce qui peut se jouer aussi avec un autre corps de métier dans l'espace scolaire. Parce que si nous autres, en tant qu'adultes, nous avons une idée un peu plus précise de nos casquettes professionnelles, mais les élèves, parfois, ils nous interpellent, pas en tant qu'élèves, ils nous interpellent en tant qu'enfants, ils nous interpellent en tant qu'adolescents, et là, ils ne voient pas un enseignant, un psychologue, un directeur d'école, un principal, ils voient des adultes. Ils voient des adultes. Et c'est là où je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure en parlant de pôles identificatoires. C'est-à-dire, quels sont les pôles, les supports identificatoires disponibles pour les jeunes dans cet environnement scolaire qui vont lui permettre de mettre au travail un certain nombre de choses. Donc, la question qu'on va se poser, c'est de quoi, de qui il décroche, quelle est la part de l'environnement, et puis quelle est la place, quel est le rôle peuvent jouer les psychologues de l'éducation nationale dans cette problématique. Deuxième point, pour introduire l'environnement scolaire comme lieu d'attraction et de concentration de problématiques familiales, sociétales et mondiales. Actuellement, nous sommes dans un contexte de la mondialisation et vous voyez comment nous sommes tous concernés à des degrés divers, mais nous sommes tous concernés. C'est-à-dire que les institutions sont concernées, les institutions sont bousculées par un certain nombre de mouvements, les professionnels, mais aussi les jeunes qui n'ont plus que la famille comme pôle identificatoire, comme espace, qui n'ont plus que l'institution, mais qui ont tout à fait le monde maintenant. Et il y a juste à penser la question des réseaux sociaux. Hein. Donc on parlait tout à l'heure de l'autorité, cette autorité qui peut plus être pensée par ces jeunes de manière verticale, mais ils vont chercher cette autorité chez les pairs, PAIR, hein, au niveau horizontal. Et là, la question des réseaux sociaux joue et évidemment dans ce type de choses. Donc nous sommes habitués en tant que psychologues à accueillir les problématiques familiales dans le transfert, comme on dit, dans l'espace scolaire. Nous sommes de plus en plus habitués à accueillir les questions sociétales, mais nous sommes aussi là en plein avec les questions mondiales, ne serait-ce qu'en pensant aux questions du terrorisme, des attentats, etc., on voit comment ces questions-là viennent mobiliser l'école dans sa tâche primaire. C'est-à-dire la tâche primaire dont on va parler tout à l'heure, quelle est l'utilité de l'école? Pourquoi on vient à l'école? On voit ça vient bousculer la tâche primaire de l'école et ça vient aussi bousculer les repères des professionnels au sein de l'école, donc qui nous demande justement d'ajuster un certain nombre de choses. Et puis, on pourrait aussi annoncer le fait que, en fait, préciser le fait que l'école, lieu d'accueil de la diversité, et ça accueille des populations qui viennent de partout, d'horizons social, géographique, culturel, familial très différents, hein, avec lesquels il va falloir composer, avec le fameux vivre ensemble. Donc, la question qui se pose à nous, quand on va essayer de réfléchir sur le décrochage scolaire, il me semble qu'il faut balayer un petit peu tout le paysage, hein, dans lequel cette question de décrochage va pouvoir être pensée. Alors, je vais commenter avec vous quelques résultats d'une recherche que j'ai menée en 2012-2013, c'était à Lyon. Mais je vais surtout, au préalable, commenter avec vous ce qui nous a amené à faire ce type de recherche, et nous allons voir comment c'est encore d'actualité. Alors, à l'issue de cette recherche, nous avons fait un certain nombre de recommandations que j'essaierai aussi de commenter
commenter avec vous. Et il vous propose de suivre le plan suivant, courte introduction. La méthodologie, elle est importante, vous allez voir, parce qu'il s'agit d'une recherche-action, où on a essayé d'impliquer, d'impliquer tous les acteurs. Et puis, je vais mettre la focale sur 2 ou 3 résultats, proposer quelques discussions et commenter avec vous quelques recommandations en 20 minutes. Dans un premier temps, décrocher. On peut déjà essayer de s'interroger là-dessus parce que je discute souvent avec les jeunes. Ils ont leur discours aussi. Non seulement sur le décrochage, et puis ils ont leur discours sur nos propres discours. Par exemple, ils disent, on nous demande de ne pas décrocher, et on nous demande de décrocher des diplômes. Vous voyez? Donc, ces jeunes, ils sont très créatifs, ils savent jouer un petit peu de nous. Ils savent jouer aussi d'eux-mêmes, ils savent jouer de tout ce qu'il y a, autour. On demande à ces jeunes aussi d'être créatifs, et en même temps, on leur demande de ne pas décrocher. Or, le décrochage, c'est l'une des conditions pour la créativité. C'est-à-dire que dans la créativité, il faut être libre. Il faut être suffisamment sûr de soi, quelque part, pour se détacher d'un certain nombre de choses, pour créer sa propre voie. J'ai le souvenir d'un jeune, justement, de 7-8 ans, qui ne tenait pas bien en classe. Bon, je passe les détails sur toute sa situation familiale, s'il est question d'un enfant placé. Mais ce jeune, justement de 7-8 ans, qui ne tenait pas en classe, donc qui a été exclu très très souvent, quand je le recevais en entretien, il ne tenait pas non plus dans mon espace, dans le bureau. Mais ce que j'ai inventé avec lui, c'est parfois on sort dans la cour, on joue au ballon. Mais si on joue au ballon, qu'il arrive à parler, qu'il arrive à montrer toute sa créativité. Et c'est après que je vais apprendre que ce jeune, discrètement, il confectionnait des objets d'art, des œuvres d'art, pour offrir à sa mère. Bon, je vous passe les détails, mais ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est de voir comment ce jeune avait pu arriver à construire son propre espace pour créer, au détriment en fait de tout ce qui se passait autour de lui, et personne ne savait. Et moi, ça faisait un moment que je le voyais, mais il a fallu justement que je mette en place des entretiens informels dans la cour, en jouant au ballon avec lui, pour qu'il arrive à me dire voilà ce qu'il confectionnait en cachette pour offrir à sa mère. Je pourrais prendre un autre exemple d'un autre jeune de 15 ans, parce que dans le cadre de ma pratique, j'avais mis en place des groupes de parole pour adolescents, etc. Il y a un jeune qui était exclu de l'école, 15 ans, et il y a un moment, on faisait un atelier sur les pays, on parlait des cultures, etc. Et lui, il a épaté tout le monde en nommant plusieurs pays et en nommant à chaque fois les capitales et en nommant les couleurs des drapeaux de chaque pays. Et là, les autres étaient scotchés. Et là, lui, il prenait un malin plaisir pour dire, mais voilà, moi, je suis exclu, et puis voilà, c'est moi qui connais, qui sais ces choses-là. Et là, quand on lui a posé, en fait, j'animais ce groupe avec une stagiaire psychologue, quand on lui a demandé, mais comment tu as fait pour savoir tout ça? Il dit, monsieur, il y a Internet, il n'y a pas que l'école dans la vie. Et là, ça a été une leçon. Quelque part, les autres étaient scotchés, les autres jeunes, hein, eux qui vont à l'école, ils s'étaient rendus compte que l'autre, leur copain, pouvait accéder à un ensemble de savoirs sans passer par l'école. Donc si je vous dis tout ça, c'est parce que c'est cet ensemble de petites vignettes, justement, d'exemples, qui m'ont amené à mettre en place la recherche dont je vais vous parler. Alors, cette question de décrochage, c'est une question d'actualité. C'est une problématique qui a plusieurs dimensions. Ça a une dimension locale, une dimension nationale, une dimension européenne, une dimension internationale. Comme je disais, dans le contexte de la mondialisation, où tous les objets sont mondialisés, sont globalisés, on ne peut pas ne pas tenir compte des ramifications un peu plus extra de cet objet. Un exemple simple, vous savez que les jeunes qui sont en décrochage,
dans un contexte donné peuvent ne pas l'être dans un autre contexte. J'ai encore un autre exemple d'un jeune, justement, qui était en décrochage en France, mais le hasard a fait que ses parents sont partis au Canada. Ah ben, les nouvelles sont très bonnes. Ce jeune, il s'adapte. Ça ne veut pas dire que c'est un exemple isolé, c'est pour montrer que le problème pour ce jeune n'était pas en lui, en lui-même, le problème était dans ses interactions avec l'environnement. Et peut-être que, comme il s'agissait d'un enfant placé, donc vous savez, les enfants placés déjà sont stigmatisés par le fait même du placement, c'est quelque chose qui n'aide pas, et je vais en dire quelques mots tout à l'heure. Donc, ce décrochage scolaire, quand on regarde un petit peu la littérature, on voit que, on dit que ce n'est pas un phénomène culturel, mais c'est un construit entre l'école et la société. Et ça, c'est hyper important. Quand je parlais de méta-environnement tout à l'heure, c'est-à-dire que vous savez que un symptôme est construit en tenant compte des caractéristiques de l'environnement. Hein, donc nous savons tous cela. Pour que ça fasse symptôme, il faut que ça ait du sens dans l'environnement dans lequel ce symptôme émerge. Quelques mots sur la terminologie. Là encore, si vous allez au Canada, en France, dans d'autres pays, en Angleterre, la terminologie peut changer. C'est-à-dire, on ne met pas toujours la même chose derrière les mots. Hein. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui fait débat au niveau de la littérature scientifique, mais ça peut faire débat aussi dans les pratiques. N'empêche, il y a un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, parmi les indicateurs qu'on voit le plus souvent, il y a la question de l'absentéisme. Bon, ça revient souvent parce que les jeunes qui fuguent, etc., qui se désintéressent de l'école, etc. Et là, j'aimerais m'attarder 2 secondes avec vous sur la définition que propose Blaya du décrochage. Hein, parce que je disais tout à l'heure que l'espace scolaire, c'est un espace qui accueille des choses qui viennent d'autres lieux, d'autres temps. Et cette définition nous aide justement à penser la complexité de ce processus. Elle dit que les processus de décrochage se construisent dans une longue durée qui, d'une manière générale, s'étend de la petite enfance à l'entrée dans l'âge adulte. Je m'attarde un petit peu sur la question de la longue durée. La longue durée, vous savez que c'est un concept de l'histoire globale. En termes psychanalytiques, psychologiques, on peut traduire ça par la question de la transmission transgénérationnelle, intergénérationnelle. C'est-à-dire quelque chose qui revient de loin, qui vient de loin, qui remonte à des temps lointains. Cette question de longue durée. J'aimerais m'attarder aussi sur la dernière partie qui s'étend de la petite enfance à l'entrée dans l'âge adulte. Et là, attention, il faut faire très attention avec cette partie. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas, dans cette définition, d'aller détecter les symptômes du décrochage scolaire de la petite enfance. Non. Parce que là, ça peut prêter à confusion. C'est le contraire. Par exemple, si au niveau, à 15 ans, à 16 ans, on voit qu'un adolescent est en échec scolaire, en décrochage scolaire, on peut, en tant que psychologue, faire ce qu'on appelle une investigation clinique, notre travail clinique, pour essayer de retracer un petit peu tout ça. Et nous allons voir, et notre recherche a permis de le voir, que dans la petite enfance, ce qu'il y a d'important à observer et analyser, c'est la qualité des liens. La qualité des liens. Parce que ce qu'on va appeler le décrochage scolaire, ça va témoigner de la qualité des liens précoces. C'est-à-dire qu'un certain nombre de liens qui vont faire défaut dans un temps, à des moments précoces, vont s'actualiser dans l'espace scolaire. Parce que nous savons que l'espace scolaire, c'est un espace de socialisation secondaire, comme on dit. C'est un espace qui est censé accueillir les ratés. Et même la suite aussi d'un certain nombre de vécus dans l'espace familial. Et nous savons que si on pense en termes de période de latence, la fameuse période de latence, on sait que s'il existe encore, mais bon, ça aussi, la période de latence, c'est aussi une construction. Et c'est pour ça que je dis si on pense en termes de période de latence, on sait que l'enfant, qui était plus préoccupé dans un premier temps par son appareil psychique, hein,
doit un petit peu laisser la place à l'appareil cognitif, hein, pour prendre le dessus, pour être disponible pour les apprentissages. Et nous savons que pour des enfants qui ont des difficultés, de grandes difficultés au niveau affectif, il y a deux grands cas de figure. Il y a plein de cas intermédiaires, mais les deux grands cas de figure, c'est premièrement, cet enfant a des blocages, il n'arrive pas à accéder aux apprentissages parce qu'il est préoccupé, parce qu'il a, comme a dit justement Daniel Pénac, sa famille dans le sac à dos. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage de Chagrin d'école, sa famille dans le sac à dos. Et deuxième cas de figure, il y a des enfants qui vont surinvestir le savoir aussi, pour sublimer. Dans les deux cas, il y a souffrance. Et puis il y a plein de cas intermédiaires aussi, et il nous appartient à nous, justement, psychologues, d'essayer d'analyser plus finement ces questions-là pour savoir à quel moment ça fait symptôme. À quel moment ça fait symptôme, parce que des blocages, nous en avons tous, des blocages. Oui ou non? Nous sublimons tous, oui ou non? Bon, donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que il ne s'agit pas de dénoncer ces questions-là à tout prix, il s'agit de les analyser, de les observer en interaction avec l'environnement pour voir à quel moment ça va faire symptôme, ça va faire souffrance. Hein, parce que il n'y a pas de normes dans cette question-là, et ça, c'est l'une de nos difficultés. Maintenant, si on pense le décrochage en termes de processus, vous savez, vous voyez comment ça nous impose un certain nombre de choses au niveau épistémologique, au niveau méthodologique et au niveau de notre posture clinique. Parce que penser le décrochage comme étant un processus, ça suppose d'aller au-delà du phénomène lui-même. Et ce n'est pas évident. C'est pas évident. Parce que nous sommes dans une société où on nous demande d'aller tout de suite droit au but. Hein? D'isoler le symptôme et essayer de l'éradiquer. Hein? Et là, le travail des psychologues, ça va être un travail d'équilibriste. Hein? Parce qu'il va y avoir cette pression pour aller vite, et en même temps, il va y avoir une autre pression que je qualifierais plutôt de demande de la part des familles, de la part des enfants, qui demandent du temps, qui demandent de la disponibilité pour qu'on comprenne l'avènement de leurs symptômes. Parce que vous savez que dans un symptôme, il y a deux faces. Il y a une face externe, c'est-à-dire le côté bruyant, spectaculaire, on nous demande d'intervenir très vite, et puis il y a le côté interne. Le côté interne, c'est le travail de psy, justement pour essayer de voir, mais qu'est-ce qui a permis que ce jeune arrive à exprimer ce symptôme de cette façon-là, à ce moment-là, dans cet espace-là, devant ce professionnel-là. Donc c'est ça la question, d'aller au-delà du phénomène, au-delà du moment de son émergence, au-delà du milieu scolaire, parce que comme ça va, c'est à l'école qu'on va attraper un petit peu le symptôme, donc ça va faire un symptôme scolaire. Mais ça peut être un symptôme scolaire, mais c'est très souvent un symptôme familial, très souvent un symptôme d'autres institutions. Et si j'inclus par exemple la MEX, ça peut être un symptôme qui vient de la MEX à l'école. Ça suppose d'aller au-delà des professionnels témoins de son émergence. C'est-à-dire que je discute beaucoup avec des enseignants et anciennement des psychologues scolaires aussi, qui font face à des insultes, par exemple. Ils se font insulter, mais forcément, personne ne va accepter une insulte. Mais quand on analyse un petit peu ces insultes, on peut voir, en tant que psy, que la personne témoin, c'est une personne témoin. Ce n'est pas forcément celle à qui cette insulte est adressée. Et c'est là qu'on a un travail important à faire pour décortiquer tout ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a cette patience-là? Est-ce qu'on a cette posture épistémologique clinique-là pour écouter d'où vient le symptôme? Parler des processus aussi, ça permet de distinguer les processus des conséquences, en sachant que ces mêmes conséquences peuvent devenir à nouveau des facteurs de décrochage. Nous sommes dans une complexité où il nous faut justement travailler à notre posture, une certaine posture, pour écouter justement des symptômes qui viennent de très loin, d'une transmission générationnelle, qui viennent portée justement par la longue durée des phénomènes. Même si vous voyez l'introduction, ne vous inquiétez pas,
je vais terminer assez rapidement, vous inquiétez pas. Quand il me reste 5 minutes, vous me dites s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Là, parce que j'ai envie de prendre le temps de poser la problématique, parce qu'en posant cette problématique, je commence à vous donner les résultats aussi. Hein. Alors, le constat qu'on a fait en milieu de protection de l'enfance, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants en décrochage scolaire. Hein, donc, je n'ai pas de statistiques, mais beaucoup d'enfants en décrochage scolaire, parce qu'ils sont en décrochage aussi familial, etc. Un autre constat, ils sont stigmatisés. Ils sont doublement stigmatisés. Ils sont déjà stigmatisés parce qu'ils sont placés. Ils se font repérer à l'école parce que ce n'est pas les parents qui viennent les chercher à 4h20. C'est une camionnette. Hein. Parfois, les plus malins, ils essayent de se cacher un petit peu et puis pour retrouver l'éducateur un peu plus loin. Vous voyez? Donc ça, c'est une souffrance aussi pour le jeune qui se sent stigmatisé, et même pas qui se sent stigmatisé, qui est stigmatisé. Et ça, la question de la stigmatisation, ça peut participer d'une forme d'auto-exclusion, parce qu'il y a des jeunes, justement, il y a un groupe de jeunes qui, pendant longtemps, se sont fait traiter d'enfants placés, mais qui ne l'ont pas dit pendant un bon moment. Et c'est seulement à un moment où il y en a un, justement, qui va avoir des comportements violents envers un autre. Et à ce moment-là, ça va émerger, je vais réunir tout le monde. Et là, ils vont me dire, ces jeunes, eh ben, nous, on se met tout le temps ensemble parce qu'on se fait insulter. Mais le problème, c'est que quand ils se mettent tout le temps ensemble, ils s'auto-excluent. Donc c'est perçu comme ils se font encore plus repérer. Et les éducateurs vont leur dire, mais non, pourquoi vous faites ça? Il ne faut pas vous mettre ensemble, il faut vous intégrer aux autres. Mais sauf que, moi, quand je les entends, c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour rester en vie. Vous voyez? Donc là, le travail qu'il y a à faire, ce n'est pas de condamner tout de suite leur comportement, c'est d'essayer de comprendre ce qu'ils cherchent à travers ce comportement. Hein? À travers ce comportement, ils cherchent un étayage qu'ils n'ont pas trouvé dans l'environnement externe, mais qu'ils vont essayer de trouver entre eux. Mais sauf que ça les fragilise davantage et c'est à nous, en tant que professionnels, de faire ce travail-là. Troisième constat, les professionnels demandent des outils pour comprendre ce qui se passe, parce qu'ils sont dépassés justement par ce type de questions, des enfants qui se mettent en retrait. Mais comment on fait? Ils sont déjà stigmatisés par la MEX, mais là, maintenant à l'école, ils vont encore se faire remarquer. Il y a même, et ça c'est hyper important, je vais revenir là-dessus, il y a même les éducateurs, les équipes éducatives, il y a des éducateurs qui se sentent gênés pour aller les chercher. C'est-à-dire que ce n'est pas leurs propres enfants, hein, mais c'est quand même leurs enfants, au niveau des substituts parentaux. Donc, parfois, l'enfant est gêné, l'éducateur aussi est gêné. Donc, l'éducateur est gêné, l'enfant perçoit que l'éducateur est gêné, donc vous voyez comment ils peuvent se renvoyer la balle, et puis après, on ne sait pas du tout d'où ça vient. Hein, ça peut même venir de très loin. Donc, il y avait un besoin de comprendre ce qui se passe, essayer de proposer quelques outils pour prévenir et intervenir. Les objectifs, c'était justement d'identifier les facteurs qui interviennent là-dedans, dans ce processus de décrochage, et puis proposer des pistes pour l'accompagnement d'enfants et adolescents en difficulté scolaire. Parce qu'ils sont d'abord en difficulté, plein d'autres difficultés, avant que ça émerge dans l'espace scolaire. C'est-à-dire que la cristallisation qu'on voit sur l'espace scolaire, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là de dire que ben voilà, c'est uniquement lié à l'école et on va s'acharner à ce qu'ils apprennent les maths, on va s'acharner à ce qu'ils apprennent le français sans que eux, ils en perçoivent le sens. Il était question justement tout à l'heure du sens et on reviendra sur ces questions-là. Et peut-être revenir à la métaphore de Pénac qui compare ses élèves à un oignon. Il y a plusieurs couches. Vous savez, c'est-à-dire que vous commencez à éplucher, mais ça pique les yeux, donc on a envie de laisser tomber. Et pourtant, si on prend le temps, on met un peu d'eau, on arrive à accéder justement aux jeunes, on arrive même à accéder à soi-même. Hein, parce que nous autres aussi, nous sommes pris dans des conditionnements aussi, parce qu'on a tellement peur, on a tellement envie que l'enfant réussisse à l'école, et on est comme, comment dire, on est angoissé aussi, et parfois on leur communique nos angoisses. Alors, la problématique de cette recherche, de quoi, de qui décroche-t-il?
je vous avais dit que j'allais poser plus de questions que d'amener des réponses. Est-ce qu'ils décrochent des contenus ou des contenants d'enseignement? Parce que la question de la tâche primaire de l'école, on met l'accent sur le contenu, il faut que l'enfant sache lire, écrire, compter, etc. Mais il y a des enfants qui peuvent refuser ça, manifestement, mais au fond, ce qu'ils refusent, c'est le contenant. Vous savez qu'il y a des recherches qui ont montré que, si on s'attend d'élèves en difficulté, il y a des recherches aussi qui ont été sur des élèves issus de l'immigration, c'est le même constat. Ces élèves-là, quand on les compare à des élèves qui réussissent, on voit que les élèves qui réussissent écoutent le maître, les élèves qui ne réussissent pas regardent le maître. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord se chercher un contenant avant de s'intéresser au contenu. Et c'est là que c'est important aussi pour le personnel scolaire, les professionnels en milieu scolaire, qui sachent aussi cette question. Moi, je vais un peu plus loin sur ces résultats-là. Moi, je dirais que c'est valable pour tous les élèves. Il n'y a pas besoin d'élèves en difficulté, des élèves issus d'eux. Tous les élèves ont besoin d'un espace contenant pour se sentir à l'aise, parce que des élèves qui n'ont probablement pas besoin de cet espace si contenant à l'école, peut-être qu'ils trouvent cet espace contenant ailleurs, dans la famille ou dans d'autres réseaux, parce qu'il n'y a pas que l'école comme espace qui peut servir d'étayage. Est-ce que ces élèves décrochent des apprentissages ou des adultes? Je ne sais plus, vous qui disiez tout à l'heure, on s'intéressait à savoir avec quel enseignant on va mettre tel élève. Vous savez qu'il y a des élèves qui peuvent être mauvais en maths avec tel enseignant et qui sont très bons en maths avec un autre enseignant. Mais sauf que nos dispositifs à nous vont mettre la focale sur les résultats. Hein, c'est pour ça que je posais la question, quelle est la part de l'environnement dans l'observation de ces phénomènes qu'on va qualifier de décrochage scolaire. Donc vous voyez comment nous sommes dans un contexte très très problématique où il va falloir multiplier, croiser les regards. Est-ce que ces jeunes vont décrocher du savoir ou du lieu, de l'institution scolaire ou de ce qu'elle représente psychiquement? En milieu de protection de l'enfance, on constate beaucoup de parents qui ont eu des difficultés à l'école, donc qui transmettent malgré eux cette difficulté ou cette angoisse. Il y en a qui vont dire de toute façon, moi, je n'ai pas été à l'école, c'est pas grave. Mais il y en a d'autres qui vont mettre la pression inverse. J'ai pas été à l'école, mais il faut y aller. Et les élèves, justement les enfants, peuvent se retrouver dans un double mouvement. Soit ils obéissent, soit aussi parfois ils éprouvent une certaine culpabilité aussi à dépasser le père. Parce que j'ai l'exemple aussi d'un petit dont le père est illettré, justement, mais qui... Tout se passait bien. Au fur et à mesure qu'il grandit, il se rend compte que là, maintenant, son père ne peut pas l'aider. Même s'il passe le week-end avec son père ne peut pas l'aider à faire ses devoirs. C'était hyper compliqué. Il a commencé à régresser. Mais quand on a pu détecter tout ça, on a pu discuter avec le père, qui, heureusement, a pu compter sur sa sœur. Donc, du coup, les devoirs sont faits le week-end par sa tante. C'est ça qui a permis à l'enfant d'enlever une sorte de culpabilité à l'idée de dépasser son père, parce que c'était difficile pour lui de voir son père en difficulté, qui ne peut pas justement l'aider dans l'apprentissage, qui ne peut pas l'aider à faire ses devoirs. Voilà, on a posé la question aussi sur l'environnement. Je pense que vous m'avez suffisamment compris là-dessus. Et les hypothèses qu'on a mises en évidence, c'est 3 hypothèses. La première, c'est que ce décrochage témoigne d'un décrochage dans le monde interne de l'enfant. Et c'est là qu'on fait référence au lien précoce. C'est-à-dire qu'un enfant qui est déconnecté de lui-même, qui est déconnecté de ses figures d'attachement, qui est déconnecté de ses figures d'étayage, très compliqué pour lui, quand ils arrivent dans l'espace scolaire, parce que quand il arrive dans l'espace scolaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déplacer justement ce manque
pour tenter de le retrouver, de retisser ces liens dans le nouvel espace scolaire, dans le nouvel espace familial, psychiquement, dans sa tête. Hein? Donc il va s'intéresser d'abord à tenter de reconstruire ces liens, mais vous savez que ces enfants-là, quand ils trouvent un enseignant justement qui a cette écoute-là, qui a cette posture maternelle, ah ben, ils avancent. Mais d'autres, c'est un peu plus compliqué. Quand je dis ça, bon, tout le monde a des personnalités différentes, mais il y a la question de la personnalité de chaque enseignant, mais il y a aussi le climat scolaire, il y a aussi tout ce qui se passe dans l'institution. Vous voyez, donc les interactions sont complexes. Première hypothèse, on va chercher du côté des liens précoces de cet enfant. Deuxième hypothèse, qui porte sur l'environnement. C'est-à-dire que le décrochage pourrait résulter de pratiques clivées dans l'environnement. C'est-à-dire, est-ce que la famille travaille avec l'école? Est-ce que l'école travaille avec l'AMEX? Comme je disais tout à l'heure, les éducateurs parfois sont en difficulté et ils essayent d'accompagner les enfants parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe dans la famille, et voilà que ces enfants-là sont stigmatisés à l'école. Et là, ils ont l'impression que tout ce qu'ils font est remis en question dans l'espace scolaire. Donc c'est un travail au quotidien. Donc c'est pour cela, dans cette recherche, nous avons essayé, on n'est pas arrivé, ce que nous voulions dans cette recherche, c'est d'avoir des entretiens avec les enfants, des éducateurs, les familles et les enseignants. On n'a pas pu. On n'a pas pu, mais pour plusieurs raisons, beaucoup de résistance à accéder à la parole de cet environnement-là. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Troisième hypothèse, décrochage scolaire comme résistance à la stigmatisation. Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, il y a des jeunes qui se sentent stigmatisés et le seul espace qui leur reste de subjectivité, c'est de s'opposer à ça. Et Pénac décrit bien ces profils, justement. Et c'est là un défi pour le psychologue d'aller chercher ce qui reste de subjectivité pour ces jeunes. On peut aller chercher cette subjectivité et après remettre ces jeunes dans la mouvance scolaire, dans la persévérance scolaire, c'est pour reprendre le mot qui nous intéresse ici. Mais il faut au préalable se donner les moyens de comprendre pourquoi ils résistent. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre au travail cette hypothèse. Je vous passe toutes les associations, parce que voilà. Et on a comparé 3 groupes, école, collège, lycée. Je vous passe tout ça, c'est pas très intéressant. Je m'attarde ici. Là, comme je vous disais qu'il s'agissait d'une recherche-action, nous avons voulu impliquer le maximum de personnes qui participent de l'environnement de l'enfant. C'est pour cela que la journée du lancement de cette recherche, nous avons fait appel à des éducateurs qui travaillent dans les MEX, nous avons fait appel aux enseignants, nous avons fait appel à des parents. Il y avait beaucoup d'éducateurs, beaucoup de personnel dans maison d'enfants, il y avait beaucoup de parents, il y avait 0 enseignant. Bon, personne n'est venu. Bref. Et puis, ce qu'on a fait, bon, on était un petit peu déçus, parce qu'on voulait justement qu'il y ait des enseignants pour pouvoir travailler là-dessus. On a mis en place 2 ateliers. Un atelier pour réfléchir, parce que c'était en même temps leur présenter la recherche, mais en même temps récolter des données aussi sur les attentes, sur les inquiétudes, sur leurs observations. On a fait un atelier centré sur les problèmes des enfants, problèmes liés des enfants et adolescents, et on a fait un autre atelier sur les problèmes liés à l'environnement. Hein, donc je vais vous donner quelques extraits des résultats. Et puis, nous, on a travaillé, on a croisé une approche quantitative et une approche qualitative. Bon, au niveau quantitatif, il n'y en avait pas beaucoup, 91, pas beaucoup. Il y avait 9 mineurs non accompagnés. Bon, à l'époque, on les appelait mineurs isolés étrangers, hein, depuis 2016, MNA, c'est pour ça que j'ai traduit par MNA. Il y a quand même un reste de MIE en bas, vous voyez. Voilà, donc, et puis, troisième phase, on a fait une recherche exploratoire sur 4 jeunes, et puis après, on a travaillé sur un groupe avec 28, pour des entretiens approfondis, où on a utilisé des tests projectifs comme le Rorschach, le TAT, le dessin, tout ça pour étudier la qualité des liens intrapsychiques et intersubjectifs, pour pouvoir faire des liens justement entre ces résultats-là
et les résultats du questionnaire qui sont plutôt quantitatifs. Alors, le questionnaire, rapidement, on s'est basé sur un questionnaire québécois. Nous avons voulu justement adapter un questionnaire. Là, on a publié un article là-dessus qui est paru en 2015. Donc, on a le projet, on a encore le projet de faire un livre là-dessus qui explique tout ça. Mais là, vous voyez un peu les axes qui ont été abordés dans ce questionnaire. Et il s'agit d'un questionnaire pour l'évaluation du décrochage, de l'évaluation du risque de décrochage scolaire en MEX, en protection de l'enfance. C'est ça l'outil. Donc, on a essayé, à défaut d'avoir la perception des parents, des enseignants, on a essayé d'avoir la perception que l'enfant a de lui-même, la perception qu'il a de l'idée que ses parents ont de sa scolarité, la perception qu'il a de l'idée que les enseignants ont de sa scolarité, et pareil pour les éducateurs. Vous me suivez? Donc c'était tout auto-centré. C'est-à-dire c'est quelque part, c'est pas ce qu'on avait prévu au début. Au début, on voulait croiser, mais là, comme on n'a pas pu, on s'est dit qu'on va essayer de voir comment ces différents environnements résonnent dans le monde interne de l'enfant. Et finalement, c'était pas plus mal, puisque ça participe justement de notre première hypothèse, à savoir le décrochage qui pourrait résulter d'un décrochage dans le monde interne de l'enfant, et les résultats sont assez intéressants. Juste une idée comme ça, un exemple sur cet atelier. Ça, c'est le jour de lancement. Ce premier atelier, un psychologue en MEX qui a dit mais c'est très compliqué au niveau de l'éducation nationale de faire accepter aussi que le jeune n'arrive pas à tenir en classe, n'arrive pas à avoir un projet. On revient à la question du projet. Je ne pensais pas qu'on allait parler de projet. Donc finalement, cette question de projet, c'est une question qui date, justement. Et là, on a une maîtresse éducatrice qui dit effectivement à l'école, on demande tellement de performances, des résultats, c'est dur. Et nous, on est obligés des fois de suivre parce que le scolaire demande ça. Alors, j'attire votre attention sur le fait que, sur le sens de ces données-là. Parce que ces données-là viennent d'adultes qui sont en contact avec les enfants, mais ce sont des adultes qui sont des supports identificatoires pour les enfants. C'est-à-dire que ces adultes, ce qu'ils disent, ça peut aussi refléter ce que vivent les parents. Vous voyez? Parce que là, on a eu affaire à des adultes, quelle que soit la profession, quel soit le corps de métier, qui se sentent impliqués, qui se sentent aussi démunis face à ces problématiques que présentent les jeunes, mais aussi face aux problématiques institutionnelles. Donc là, c'est quelque chose de très problématique. Ça, c'était pour le premier atelier. Le deuxième atelier, juste un exemple aussi, un moniteur éducateur sur les problèmes liés aux enfants et adolescents. Ils se regroupent entre eux, ils sont stigmatisés, du coup, ils décrochent assez facilement de la scolarité. Il est complètement désolé. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il a l'impression, justement, de faire un travail pour essayer de les rapprocher, et là, non, c'est pas du tout, le résultat n'est pas au bout. Et une éducatrice en formation qui dit, bien, c'est difficile pour eux de comprendre que faire un dossier pour l'école, ça a un intérêt pour la suite, et que ce n'est pas juste pour les embêter. Arriver à mettre un peu d'intérêt pour l'école. Donc là, ça pose la question du sens aussi de l'école. Il était question de ça tout à l'heure, et nous allons voir comment les résultats nous permettent d'aller dans ce sens-là. Maintenant, rapidement, la focale sur 3 points, 3 résultats, 3 points, parce qu'il y a beaucoup de résultats, on va pas tous les commenter. Et là, on voit, concernant la perception de l'enfant en tant qu'élève, les enfants se perçoivent de mieux en mieux en tant qu'élèves au niveau des écoles, mais arrivé au collège, cette perception se dégrade et devient de plus en plus négative. Bon, c'est ce qu'on a pu observer au tout début. Et plus l'enfant grandit, effectivement, plus il y a une sorte de dégradation dans la perception, dans l'estime de soi, j'ai entendu tout à l'heure. Mais je reviendrai là-dessus. Concernant les liens scolarité-MEX, c'est-à-dire comment les élèves s'imaginent la posture des éducateurs vis-à-vis d'eux, réduction importante des relations entretenues avec les éducateurs au fur et à mesure qu'ils grandissent.
Ils ont cette impression-là, en tout cas. OK? Donc là, ça peut nous renseigner aussi sur les parents. Maintenant, on y arrive avec les parents. Quand vous lisez « les parents entretiennent », non, il faut plutôt lire « les enfants ont l'impression que les parents entretiennent de meilleures relations avec eux quand ils sont à l'école que quand ils sont au collège ou au lycée ». Donc, on peut déjà commencer à discuter un certain nombre de choses. Ils ont leur propre impression, mais l'impression de l'adulte compte aussi pour eux, parce que c'est là-dedans aussi, c'est dans cette interaction qu'ils vont co-construire du sens. Parce que parfois, l'adulte voit du sens, mais eux, ils ne voient pas. Ou du moins, on ne voit pas le sens au même endroit. Et là, au niveau... là, ce schéma, c'est juste pour vous montrer, par exemple, au niveau de l'école, 40% se sentent en grande difficulté, mais quand on voit au niveau du lycée, 36% pensent que les éducateurs pensent qu'ils vont quitter l'école. Vous me suivez? Parce qu'ils sont en interaction constante avec l'environnement. Ils ont besoin de savoir ce que l'environnement veut pour eux, mais ce n'est pas ce que l'environnement impose. Le désir, on parlait du désir là, le désir de l'environnement pour eux, on reviendra aussi là-dessus. Maintenant, pour la question, pour les résultats qualitatifs, donc sur les 4, on a analysé, donc on a pu observer une défaillance dans les relations précoces. Bon, ceci dit, il y a beaucoup d'enfants placés. Donc on peut penser que parce qu'ils sont placés, pas tout à fait, parce que ces questions de dysfonctionnement dans les liens, on les retrouve partout, dans toutes les familles. Hein. Mais là, comme il s'agit d'enfants placés, donc c'est ce qu'on a pu voir. On a pu voir aussi un manque d'accrochage sensoriel. Ben, là aussi, c'est dans des temps précoces, mais c'est sur un petit échantillon de 4 enfants seulement. Maintenant, pour les 28, voilà les grandes lignes qu'on a pu trouver. Superposition du rapport au placement et du rapport à l'école. Sentiment de déprivation. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de collage entre ce qu'ils ont vécu, entre leur vécu du placement et leur vécu à l'école. Tout comme ils se sont sentis déprivés de leur environnement, d'un environnement qui a été bon, à l'école aussi, ils se sentent déprivés parce qu'ils se sentent exclus. Hein, cette question de déprivation, elle est très importante. C'est une question que tout le monde connaît ici, si vous connaissez Winnicott, qui parle de ce sentiment, de cette impression d'avoir été exclu de quelque chose de bon. Hein, donc là, ça peut déstabiliser. Et puis, parasitage du scolaire par des préoccupations familiales et psycho-affectives, ça aussi c'est classique, la littérature montre beaucoup ça, on l'a aussi constaté, ce que je disais tout à l'heure, parfois il y a un blocage au niveau cognitif hein, qui peut s'expliquer par des blocages affectifs en amont. On a observé aussi la fragilité des enveloppes psychiques. Et puis l'autre point, c'est la remise en question de la qualité de l'autre. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ces enfants qui demandent à qui ils doivent s'adresser, à qui ils peuvent s'adresser, ils sont en manque justement d'interlocuteurs. Hein. C'est-à-dire que parfois ils ont besoin, comme je disais au tout début, on peut être psy, on peut être éducateur, on peut être tout ce qu'on veut, et puis on peut penser dans nos dispositifs que tel enfant a besoin d'aller parler avec un psy. Eh bien, pour l'enfant, ce n'est pas un psy qu'il lui faut, c'est un adulte. C'est un adulte. C'est ça qui va nous permettre tout à l'heure d'évoquer ce que j'appelle des tâches primaires partagées. Tâches primaires partagées entre les institutions, mais aussi entre les professionnels. Donc le défi qui se pose à nous pour la question de décrochage, c'est un défi à travailler une posture transversale. C'est-à-dire que je suis psychologue dans une institution, soit, très bien, mais je suis avant tout un adulte. Pour l'enfant, je suis un support identificatoire disponible. Et je ne sais pas à quel moment ni où l'enfant va me mobiliser là-dedans. Hein? C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de pratiques clivées. Par exemple, un certain nombre d'enfants qui vont s'adresser spontanément, naturellement à des éducateurs qui peuvent leur dire « Mais non, tu vas voir le psy ». Et là,
c'est un peu compliqué. Il y a façon aussi d'amener, d'orienter vers le psy, et je vais en tenir compte tout à l'heure. Encore un peu de temps? Allez-y, oui. Très bien. On va dire 5 minutes. 5 minutes, c'est bon. 5 minutes, c'est bon. Et le dernier point, bon, là, malheureusement, il n'y a eu que 4 mineurs non accompagnés. On a observé chez les mineurs non accompagnés une recherche d'accrochage scolaire. Bon, là, avec très peu d'éléments, on ne peut pas discuter, mais on peut quand même avoir un petit peu d'éléments. Ce sont des jeunes qui vont focaliser justement sur la scolarité comme vecteur d'intégration. Ils vont essayer de s'agripper justement à cet environnement-là, à la fois au contenant et au contenu, hein, parce que c'est un vecteur d'intégration. Alors, bon, je vous passe tout ça parce que j'ai suffisamment donné quelques vignettes. Maintenant, l'ensemble des données montre, plus les enfants grandissent, moins ils voient de sens à l'école. Hein, bon, on a un travail à faire là-dessus. Selon la perception des enfants, l'environnement familial, professionnel, institutionnel contribue pour une large part au décrochage scolaire. Quand je disais de quoi, de qui décroche-t-il, eh bien, il semble décrocher de ces environnements-là, hein, pour aller chercher ailleurs un point d'ancrage, un point d'attache. Bon, les mineurs non accompagnés montrent une recherche d'accrochage manifeste à la scolarité. Après, dans un premier temps, c'est comme ça. Après, on peut décortiquer pour voir ce qu'il y a derrière, mais on n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus. Finalement, le décrochage scolaire s'est révélé être comme la partie visible de l'iceberg. Hein. C'est quelque chose qui va émerger dans l'espace scolaire, qui va émerger sur le temps scolaire, mais qui ne se réduit pas au temps scolaire ni à l'espace scolaire. Ça parle d'autre chose. Et c'est parce que ça parle d'autre chose que très souvent, ces jeunes-là ne se sentent pas compris. Et quand ils ne se sentent pas compris, eh bien, ça peut dériver encore plus dans des comportements inadaptés. Et ça peut également épuiser les professionnels eux-mêmes, hein, qui se sentent démunis face à tout ça, parce qu'ils ont l'impression de faire tout ce qu'ils peuvent, justement, pour accompagner les jeunes, mais ça ne prend pas. Le décrochage traduit des problèmes complexes relatifs à l'histoire intime du jeune, à celle de sa famille, de l'école et de l'établissement où il est placé. Nous sommes dans quelque chose de complexe qui va nécessiter une écoute transversale, une écoute à plusieurs, une écoute plurifocale. Et ça, c'est notre travail de psychologue. De quoi, de qui décroche-t-il? Il décroche du sens de l'école, avons-nous dit. Il décroche des contenants primaires et secondaires. Parce que les contenants primaires, pour les enfants placés, donc c'est la famille, etc., etc. Mais contenant secondaire, c'est l'école elle-même. Quand il va y avoir une sorte de défaillance, de non-disponibilité dans ces contenants secondaires, et bien là, le jeune, l'enfant, l'élève, tout dépend de l'étiquette, est livré à lui-même. Ça n'empêche pas non plus qu'on mette l'accent sur les contenus. Hein. Il est question aussi de contenu dans l'enseignement. Et là, même si vous voyez conclusion, je n'ai pas fini. Hein. Je n'ai pas fini. C'est juste, parce qu'il me reste encore 4 minutes, c'est juste une citation, 2, il n'y a pas de souci. Les jeunes abordent le système scolaire avec cette flamme encore bien brillante, encore bien vivace, malheureusement au fil des années, parce que c'est pour montrer comment plus l'enfant grandit, moins il voit de sens à l'école, au fil des classes, face à l'accumulation de matières enseignées où le savoir est saucissonné, c'est-à-dire qu'il y a un manque de complexité. Il n'y a pas que le savoir qui est saucissonné, les modes de prise en charge aussi sont saucissonnés. Hein. La connaissance minutieusement digérée, la curiosité s'émonce, faiblit puis s'éteint. L'appétit se transforme en indigestion puis en écœurement. Alors pour les recommandations, rapidement, on a proposé un renforcement du système d'étayage familial, professionnel et institutionnel en même temps. C'est-à-dire comment on peut travailler ensemble. Une fois qu'on l'a dit, ça ne suffit pas, il faut voir les modalités. Est-ce qu'il y a cette volonté? Est-ce qu'il y a les moyens? Est-ce qu'il y a la posture philosophique surtout pour le faire? Pour les enfants, on a proposé de travailler sur le sens
de l'école. Par exemple, on a proposé des ateliers de philo pour travailler sur le sens de l'école. Mettre en place des ateliers de créativité. Comme je disais que les enfants sont créatifs, mais parfois l'espace, le dispositif ne leur donne pas justement les moyens d'exprimer cette créativité-là. Ça, c'était pour les enfants et les adolescents. Pour les familles, on a parlé on est en MEX d'intégrer les familles un peu plus clairement dans les dispositifs, parce que très souvent, en maison d'enfants, on a tendance à prendre la place des familles, et parfois ça fragilise encore plus la famille, ça fragilise encore plus le tissage de liens entre l'enfant et sa famille. Quand il va voir que d'autres adultes, d'autres institutions vont avoir un discours négatif sur leurs parents. Et puis, on a parlé aussi de certain nombre de grands, mais que le système écarte, que le système évite, parce qu'on veut mettre la focale sur les enfants. Et puis, pour les professionnels, parce qu'il y avait des recommandations pour tout le monde, pour les professionnels, mettre en place des dispositifs d'analyse de la pratique, particulièrement axés sur la transversalité des problématiques, qu'on se rend bien compte que ce qui se passe dans telle institution ne se réduit pas à cette institution, que ce qui se passe avec tel professionnel ne concerne pas que ce professionnel. Et aussi, bon, là, typiquement pour la maison d'enfants, travailler sur la représentation de l'institution vis-à-vis de ces enfants. Alors pour l'institution, c'est là, je m'arrête pour les 2 minutes qui restent, c'est l'élaboration de tâches primaires partagées. Vous savez que la tâche primaire de l'institution, c'est ce qui fonde l'institution. L'hôpital est là pour soigner. L'école est là pour apprendre à lire et à écrire. Une MEX est là pour protéger. Maintenant, l'évolution des problématiques des jeunes nous pousse à aller au-delà de la tâche primaire spécifique et à mettre en place des tâches primaires partagées. Partagées entre les professionnels, partagées entre les institutions. Comme je disais tout à l'heure, un jeune qui sollicite un éducateur qui lui dit « mais va voir le psy », là, ça peut être entendu par le jeune comme une non prise en compte de sa demande. Même si l'éducateur peut être bien convaincu que le fait de lui envoyer chez le psy, il a fait son travail. Vous voyez? Donc c'est là, il y a un travail à faire là-dessus. Et ces recommandations-là, et pour la formation, justement, introduire des modules de formation sur le déplacement des problématiques, introduire des modules sur l'écoute transversale. Qu'est-ce que ça va permettre, l'écoute transversale? Ça va permettre de lutter contre 4 défenses institutionnelles que j'ai mis en évidence dans un ouvrage. C'est la judiciarisation des problématiques, à outrance, je veux dire, parce que parfois il y a besoin de le faire. Mais la judiciarisation des problématiques, la psychiatrisation des problématiques, la psychologisation des problématiques, et ce que j'appelle aussi la mise en banlieue scolaire. Ce que j'appelle la mise en banlieue scolaire, c'est le fait, par exemple, il y a plein de dispositifs, Ulysse, CLIS, SECPA, etc. Mais parfois, ces dispositifs en eux-mêmes sont bien pensés. Mais la façon de les amener, la façon de les proposer aux jeunes, ça peut faire problème. Parce que j'ai le souvenir de jeunes qui refusent ces dispositifs. Ce n'est pas le dispositif en lui-même qui refuse, c'est la manière dont ça lui a été proposé. Du coup, 4 tâches primaires partagées. En fait, j'avais mis en évidence 3, et là je viens d'en ajouter une. Vous allez voir pourquoi. Les 3 premières, c'est éduquer, parce que éduquer, ça ne relève pas que des éducateurs spécialisés. Spécialisés en quoi? Soigner. Ce n'est pas que les médecins. Soigner ici, c'est dans le sens de soins primaires. Soins primaires. C'est-à-dire que, vous savez, avec Winnicott, comment on donne le biberon, le sein à un enfant. On ne lui jette pas le biberon à la figure. Il y a une façon de regarder le bébé. Il y a une façon aussi de proposer un dispositif SECPA à un élève. Ce n'est pas décidé d'avance et puis de toute façon, tu n'as pas le choix. Vous voyez? Parce que ces jeunes-là sont attentifs à la qualité du lien. Parce qu'il est question de lien précoce qui se retravaille dans le milieu scolaire. Et puis la question de l'accompagnement qui relève de tout adulte, de tous les adultes justement qui participent de l'environnement de leur famille. Et puis là, je viens d'ajouter une autre tâche, c'est-à-dire celle d'adopter une posture faisant de l'institution l'interface entre la famille et le monde. Parce que les institutions sont à bout de souffle,
Les familles aussi sont à bout de souffle. Les enfants, les jeunes maintenant sont frappés de plein fouet par la question, par des problématiques mondiales. Et là, les institutions ont un travail d'équilibriste à faire et on a un travail aussi à faire. Les psychologues de l'éducation nationale ont un travail à faire non seulement entre les familles et les jeunes, mais aussi entre la famille et le monde. C'est là-dessus que je voulais susciter un débat, l'école comme interface entre la famille et le monde. Je vous remercie.